Mon petit laboratoire de comparaison transatlantique, il porte, on a vu qu'il portait sur les rituels de Corpus Christi, de la fête Dieu, la conception de l'Eucharistie finalement, avec cette transfiguration eucharistique de Glacier, puis les comparaisons entre les fêtes Dieu de Camugnas et de Croiuliti. Je voudrais maintenant vous parler d'un tout autre thème, mais quand même qui est aussi un rituel que l'on trouve de l'un et l'autre côté de l'Atlantique, puisque c'est ça qui m'intéresse. C'est la corrida. Les jeux taurins, de manière générale plutôt les jeux taurins, parce qu'on ne peut pas parler de corrida. D'un côté, la corrida dans sa forme andalouse actuelle. Alors je ne sais pas s'il faut que je raconte ce que c'est qu'une corrida ou si tout le monde le sait, mais en quelques mots, ou un combat taurin, enfin les combats de taureaux classiques en Andalousie. C'est le fait d'un torero, dont vous connaissez certainement la figure, et puis d'un toro bravo, c'est-à-dire un animal très particulier, puisqu'il est, il est réputé sauvage, c'est donc un taureau sauvage. Il est élevé en pleine campagne, sans aucun contact avec les hommes. Il est vierge, et il est entier, en quelque sorte, et surtout, il fait l'objet, si vous voulez, d'une généalogie tout à fait stricte. C'est là où on voit qu'il y a une contradiction entre son caractère réputé sauvage, complètement sauvage, et le fait qu'il est fabriqué, en quelque sorte, par des croisements génétiques absolument contrôlés par les éleveurs de taureaux. Vous avez des élevages actuellement en Espagne où on peut remonter jusqu'au XVIIIe siècle dans la parenté du taureau. Donc c'est un animal qui est éminemment dans la culture, mais qui est élevé dans la nature, et il fait partie de ces êtres hybrides que j'aime beaucoup, à vrai dire, et qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est lui que le torero combat dans l'arène. Et une corrida, si vous voulez, elle comprend 3 phases essentielles. Une phase de picador, où le taureau reçoit les pics de picador qui sont à cheval, très réglé, avec un espace tout à fait, je ne peux pas rentrer dans les détails. Pendant ce temps, une suerte de cap, où le torero fait des passes, une véritable chorégraphie entre le torero et le taureau. C'est vraiment un pas de deux chorégraphique quand c'est bien fait, magnifique. Il faut vous dire tout de suite que je vais choquer plus d'un, puisque je suis très aficionade de corrida, et je sais que ça ne fait pas du tout l'unanimité de nos jours. Enfin, tant pis pour eux. Et alors ça, c'est la deuxième phase. Et puis ensuite vient la suerte de banderille, où le torero s'élance vers le taureau, l'excite comme ça, le taureau s'élance vers le torero, et au croisement des deux, il lui pique des banderilles sur le cou. Et enfin, la mise à mort extrêmement, extrêmement ritualisée, qui là aussi a des allures tout à fait chorégraphiques et surtout érotiques, comme beaucoup de romanciers et de poètes et de peintres, Picasso par exemple, l'ont signifié dans leurs œuvres d'art. Bon, je pourrais être inépuisable sur la corrida, mais c'est pas ça. D'un autre côté, dans les Andes, j'ai pu assister à plusieurs corridas, des espèces de simulacres ou de rituels très similaires à la corrida andalouse, mais surtout à cette corrida tout à fait particulière qui s'appelle Toro Pujliay, en quechua le jeu de taureau, et qui se présente comme l'animal n'est plus le taureau tel que je vous l'ai décrit pour la corrida andalouse, mais un taureau qu'on a capturé dans la montagne, donc qui est complètement sauvage,
aucune généalogie, rien du tout. C'est un taureau complètement un animal sauvage, emprisonné, emmené. Sur le dos duquel on place un condor. Pour vous donner un condor, les ailes ouvertes d'un condor, ça fait 4 mètres. Hein. C'est un animal gigantesque. Gigantesque. Et on lui coud les garras, comment on dit, les serres dans la peau du taureau. On le coud au taureau. Et cette espèce de créature biblique, je dirais, parce que ça donne une impression de quelque chose de très ancien, en tout cas, sort dans la place du village qui a été constituée en arène avec des palissades dans les rues et saute. On a l'impression, si vous voulez, que le condor emporte le taureau dans les airs. Le taureau se cabre parce qu'évidemment il souffre. Et j'ai des images, j'ai un film aussi que je pourrais peut-être, dont je pourrais vous donner des images. Ce sont des images très émouvantes, vraiment. Alors là, voilà, il y a cette forme de combat entre le taureau et le condor. Dans ces formes le plus sauvages qu'on pratique de moins en moins, le condor essaye de crever les yeux du taureau et le taureau se défend en se cabrant et en se... Bon. La forme à laquelle j'ai assisté, c'est cette créature fabuleuse qui est une espèce de... Oui. Comment on appelle les mélanges entre différents animaux là. Cette créature fabuleuse s'oppose à un torero indien. Et on a, si vous voulez, les hacendados qui assistent à ce rituel. La plupart du temps, le taureau a été chassé sur ces terres. Et l'Indien s'avance avec son poncho à la main. Il n'est pas du tout habillé en torero, il est habillé comme chez lui. Il taurait ce taureau, souvent après une prise importante de boisson, donc il ne tient pas très bien sur ses pattes. Et le combat, évidemment, est assez dramatique, puisque vous avez cette créature fabuleuse, très très grande, très très impressionnante, et ce tout petit Indien avec son poncho qui le taurait. Et souvent, ça se termine très mal, il y a des blessés, et souvent des morts. Et évidemment, là, j'ai pensé à mes batailles rituelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ça se passe dans une ambiance extrêmement festive, pas du tout agonistique. Hein. Et les toreros qui se lancent contre ce double animal sont tout à fait volontaires, comme dans les batailles rituelles. Personne ne les contraint, même si souvent on a l'impression que c'est l'hacendado spectateur qui lance ses Indiens contre le taureau. On s'aperçoit très vite que ça n'a pas grand-chose à voir avec la corrida d'origine, puisque on s'aperçoit vite que les toreros qui affrontent l'animal, on voit très vite, si vous voulez, qu'on peut diviser les intervenants dans cette corrida en des moitiés, et que finalement, à l'intérieur de la corrida, il y a des sortes de batailles rituelles. Hein, c'est-à-dire des groupes d'Indiens qui s'affrontent les uns les autres par l'intermédiaire du taureau condor, hein, de taureau purliay. Donc c'est des rituels mélangés, d'une part, et puis d'autre part, ce que j'ai pu noter alors puisqu'on est sur des rapprochements entre les rites espagnols et les rites andins, c'est que cette chose très très curieuse que le taureau, turu comme on dit, parce qu'évidemment le taureau n'existait pas à l'arrivée des Espagnols. C'est un animal qui a été complètement transplanté. Or, quand vous interrogez les Indiens, quand vous parlez avec eux, ils vous disent que le taureau, c'est vraiment l'ancêtre le plus lointain, dans la mesure où il vivait sous terre, et que, si vous voulez, les Indiens... il faut que je remonte à la notion de révolution cosmique à l'arrivée des Espagnols. Ils voient, si vous voulez, l'histoire du monde comme une succession d'ères, comme un retournement de la Terre, de l'inframonde vers le monde supérieur.
Quand les Espagnols sont arrivés, le monde des Indiens qui était sur la surface de la Terre avec l'Inca s'est retourné et passé dans le sous-sol, et les Espagnols ont pris la place des Indiens et des Incas sur Terre. Et maintenant, nous attendons, nous les Indiens, nous attendons que le monde se retourne de nouveau, avec ce messianisme dont je parlerai plus loin, nous attendons que le monde se retourne de nouveau et que les Espagnols et les Blancs qui sont sur la Terre se retournent et passent dans l'inframonde et dans le souterrain. Je vous raconte ça parce que l'origine du taureau, pour eux, c'est ça. C'est un élément de l'inframonde qui est resté indien et qui attend. Et quand ils vont le cueillir dans la sauvagerie de la montagne, il est là parce qu'il représente les divinités des montagnes. C'est un envoyé des divinités des montagnes de l'ère pré-chrétienne et pré-espagnole. Donc, ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que les gens vous disent que le taureau, c'est l'ancêtre des Indiens. C'est leur animal le plus proche d'eux. C'est leur ancêtre, leur autochtonie. C'est une figure d'autochtonie, alors que dans les faits, c'est exactement l'inverse. Déjà, ça, c'est un peu étonnant. Et en parlant un peu plus, alors ça, c'est déjà très... Et alors, la comparaison que j'ai faite, elle est partie, bon, évidemment, de cette nature du taureau qui n'a rien à voir. Le taureau est un animal donc tout à fait autochtone et c'est un représentant des divinités des montagnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Or, le condor est une autre représentation des divinités des montagnes. Cette fois, alors si le taureau est dans l'inframonde et sort au moment des corridas quand il est chassé, le condor, lui, est au-dessus dans le ciel et il est dans le monde du haut, l'incarnation, si vous voulez, des divinités des montagnes. Si bien que, moi, ce que j'ai voulu démontrer dans tout un article, c'est de démonter une fiction indigéniste qui dit quoi ? Eh bien, cette fiction indigéniste nous dit que le taureau condor, que je viens de vous décrire, que cette corrida du taureau contre le condor, c'est quoi ? C'est la lutte entre deux symboles, le taureau qui représente les Espagnols et le condor qui représente les Indiens. Ça, c'est toute la littérature, tout le monde vous dira ça, les métis vous disent ça, en ville, on vous dit ça. On vous dit même ça maintenant dans le train qui mène les touristes à Machu Picchu. Il y a même une vidéo de Toro Puxllay dans lequel on vous raconte ça. Or, moi, j'ai démontré que d'abord, le taureau n'est certainement pas, du point de vue des Indiens, pas du point de vue des métis, mais du point de vue des Indiens, le taureau ne saurait être un symbole espagnol. Au contraire, ils pensent que c'est leur ancêtre. Et que les deux animaux mis ensemble, une chimère, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Cette chimère était composée finalement de deux représentants de la divinité des montagnes. Son représentant dans l'inframonde et son représentant en haut. Et que donc cette chimère, c'est tout simplement une incarnation du dieu des montagnes, capturé dans le sous-sol, capturé en haut. J'ai assisté à la chasse de condor. La chasse de condor, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. On le chasse parce qu'il faut le prendre vivant. Et donc, bon là, je fais une petite parenthèse, on le chasse en mettant... Des vieilles carcasses d'animaux pourris parce qu'ils aiment la viande. La nuit, ils viennent et on les capture avec un filet. Et on les met dans le filet, on les ramène au village pour la corrida. C'est assez... Il y a un Britannique qui a fait un très beau film là-dessus. C'est très extraordinaire. Et je vous disais donc que cette chimère, eh bien, c'est tout simplement le dieu des montagnes et certainement pas une lutte de type colonial entre l'Indien et l'Espagnol dans la figure du taureau et du condor. Là, j'ai publié un article dans Ethnologie française là-dessus pour démonter un mythe. Bon, mais c'est pas ça exactement. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est de faire une vraie comparaison sur un vrai
une vraie thématique tout à fait classique de l'anthropologie, qui est que dans les deux cas, moi je considère que dans la corrida, il y a une dimension sacrificielle. Et là, il faut que je fasse un petit développement avant de continuer ma comparaison. J'ouvre donc un paragraphe. Et surtout, j'ouvre un terrain, encore un, puisque j'ai connu pendant plusieurs... on s'est amusé, remarquez. Il y avait une école sacrificielle et une école anti-sacrificielle de la corrida. Et moi, j'étais dans l'école sacrificielle, c'est-à-dire que je considère que dans la corrida, dans le rite de la corrida, il y a une dimension sacrificielle et que une dimension, pas complètement, ce n'est pas simplement un sacrifice, bien évidemment, mais que le taureau est offert. Et il est offert, on va voir à qui. Et sur cette dimension sacrificielle, j'ai pas mal pensé à ça. On a eu beaucoup de débats. Et ma position a été confortée par un petit terrain que j'ai ouvert. Alors cette fois, c'est dans le sud de la France, dans le Var, dans une petite communauté qui s'appelle Barjol, où j'ai observé là aussi un rite tout à fait extraordinaire qui s'appelle les tripettes de la Saint-Marcel, où il y a un sacrifice de taureau dont je vous dirai un mot tout de suite. J'ai ouvert non, on ne peut pas dire vraiment que ce soit l'ouverture d'un terrain parce que ça n'a pas duré longtemps, mais plusieurs fois, j'ai assisté, j'ai vécu à Barjol, dans ce petit village du Var, qui, chaque année, pour la Saint-Marcel, le 7 janvier, ont une fête où se rencontrent, là aussi, vous voyez, des idolâtries au cœur de nos sociétés. On voit après la messe de la Saint-Marcel, qui est connue pour les reliques de ces tripes qui sont gardées, des bouts de tripes qui sont gardés dans l'église. Évidemment, ça m'a tout de suite intéressée. Et les gens font la danse des tripettes de la Saint-Marcel. Ils commencent à danser, mais comme des fous à l'intérieur de... Il y a une fanfare qui s'installe sur l'autel, des saxos, toute une vraie fanfare, hein, et qui joue les tripettes de la Saint-Marcel. Et les gens sautent sur leur prie-dieu dans un état d'exaltation absolument incroyable. Ensuite, il y a une procession derrière les tripes de Saint-Marcel, là, sous forme de reliques. Et de l'autre côté arrive de l'extérieur du village un taureau avec les cornes. Alors, en réalité, c'est un bœuf, évidemment, qui est réputé être un taureau, mais c'est un bœuf, avec des cornes peintes en or, des sabots peints en or, des guirlandes autour du cou, et des espèces de grands prêtres qui l'accompagnent. Bref, j'ai eu l'impression tout d'un coup de me trouver devant la frise du Parthénon, où on emmène un taureau à être immolé pour la divinité, entouré des prêtres, de musiciens. C'était ça. Simplement, ils n'étaient pas habillés en grec avec des jupettes à plis, mais en gardien, avec des bérets, et donc en faisant boire rituellement l'animal à la fontaine du village, avec des libations, toutes sortes de rites. Et le rite se termine. Alors, avant, on emmenait le taureau un peu à l'extérieur de la ville. Il était là sacrifié, tué, sacrifié. Et les morceaux de sa viande étaient ensuite distribués à la mairie, dans des papiers journaux, à la population qui venait chercher son bout de bidoche. Et consommer le sacrifice. Hein. C'était vraiment... d'après les photos que j'ai vues, la nature sacrificielle était absolument évidente. Et alors maintenant, vous savez qui est le grand opposant de ce rituel qui est vraiment l'ennemi de l'anthropologue que j'étais? Brigitte Bardot, Défense des animaux. Elle a réussi à... Alors je sais pas, je veux même plus... Je crois que le rituel a disparu à cause d'elle, en fait. Je veux même pas m'informer parce que ça m'énerve tellement que... bref, la société protectrice, comme les corridas d'ailleurs, hein, les corridas sont très très menacées par les animalistes maintenant. Et donc là, ce rituel, bon, alors,
avec l'influence des sociétés protectrices des animaux, et en plus les exigences sanitaires des abattoirs, ce rite a été complètement transformé. Et non plus abattu, on n'abat plus l'animal pour partager sa bouffe, sa chair à la mairie. Mais maintenant, on a pris une forme, comment vous dire, un peu allégorique. C'est-à-dire qu'on a mis sur un camion une broche avec l'animal embroché, et on tourne la broche comme s'il était en train d'être grillé, alors que le vrai animal a disparu et que c'est un autre qu'on met à sa place, qui lui est passé aux abattoirs. Il y a une espèce de substitut. Bref, il y a des formes modernes de ce rituel qui sont d'ailleurs très très intéressantes à étudier. Là aussi, de voir même dans un village comme ça, comment les gens tiennent tellement à leur rituel qu'ils inventent des nouvelles formes, malgré les interdictions, etc. Interdiction de l'église au Pérou, interdiction des institutions sanitaires à Barjol, les gens continuent à faire leur truc. Et donc là, je me suis dit que finalement, on pouvait faire un parallèle entre ce sacrifice du taureau auquel je venais d'assister, la tradition du bœuf gras qu'on trouve à Marseille, dans beaucoup de... Et finalement la corrida, et que c'était peut-être tout simplement des rituels tout à fait concomitants dans lequel, dans la corrida, l'aspect sacrificiel est beaucoup moins évident que dans ce que j'ai vu à Barjol. Et donc ce rituel m'a occupée. J'ai écrit un article dans Gradiva sur ce rituel de Barjol, de la Saint-Marcel. Donc nous voici devant deux combats taurins. Un combat en Andalousie, dont je reprendrai l'étude plus tard, on va le voir à la lumière de la psychanalyse. Mais là, pour l'instant, j'en suis à essayer de le comparer à Turupuxliay, la chimère, dieu des montagnes contre le taureau. Et là, j'ai entrepris de faire une comparaison en m'inspirant de mon maître Marcel Mauss, sur le circuit sacrificiel tel que Marcel Mauss l'a analysé. Comme vous le savez, à partir de matériaux complètement différents, des matériaux védiques et des brahmanes et du matériel hébraïque. Donc là, je suis dans une configuration complètement différente, mais où le modèle sacrificiel de Mauss m'éclaire énormément, et où j'essaye de suivre le circuit sacrificiel dans l'une et l'autre des deux configurations de corrida. Qu'est-ce qu'on a ? Dans le cas de la corrida andalouse, on a un offrant qui sont les aficionados qui ont acheté un billet, qui ont payé pour le sacrifice qui va avoir lieu. Un sacrificateur, évidemment le torero. Une victime, qui est le taureau, évidemment. Et un destinataire. Alors le problème de la théorie sacrificielle de la corrida, c'est évidemment de définir le destinataire. Mystère. Qui est le destinataire de... Alors on me dit, mais tu vois bien, ta théorie n'a aucun sens, c'est absolument ridicule, il n'y a pas de destinataire, à qui est offert le taureau de la corrida, tout ça c'est des balivernes, etc., etc. Les choses c'est clair, si vous examinez l'autre grand sacrifice des Andalous, et si vous réfléchissez dessus, en l'occurrence, je reviens à l'Eucharistie évidemment, où vous avez un offrant qui sont les... vous avez les offrants qui sont les participants de la messe, même que les participants de la corrida. Vous avez une victime, une victime qui est le Christ, un sacrifice humain, et vous avez un destinataire du sacrifice qui est Dieu, puisque le Christ s'est sacrifié pour la rémission des péchés, et que la messe est un sacrifice qui est offert à Dieu. La messe est un sacrifice, ça vous pouvez le voir dans tous les documents théologiques de la messe. Donc qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez la chose très très curieuse, que vous retrouvez dans une même et seule personne, la victime, le Christ,
et le destinataire du sacrifice? Eh bien, tout simplement, je rapproche ce circuit sacrificiel de celui de la corrida et j'observe que dans la corrida, vous avez la victime, le taureau et le destinataire qui est le taureau lui-même et la force génésique qu'il représente. Puisque par ailleurs, on peut démontrer que le taureau, dans toutes les représentations andalouses, représente le pouvoir génésique, le pouvoir mâle, le pouvoir fécondant, en particulier, là je pourrais développer dans ses relations avec la Vierge Marie, avec... Donc vous avez, si vous voulez, si vous rapprochez le circuit sacrificiel de la corrida à celui de l'Eucharistie, vous avez deux configurations qui sont très très semblables, dans lesquelles la victime et le destinataire sont les mêmes. En revanche, maintenant, si on va voir du côté des Andes, dans le Toroporliay, vous avez un offrant qui sont effectivement les participants de la corrida. Vous avez une victime, l'Indien, le torero, le type qui affronte l'animal avec son petit poncho. C'est lui qui va être blessé. On assiste d'ailleurs, on voit des types, comme aux batailles rituelles, qui enlèvent leur chapeau, qui recueillent leur sang, et qui ensuite l'offrent en libation à la terre, vous voyez. Donc, ou alors il meurt. Donc la victime, c'est l'homme, c'est l'Indien, c'est le torero. Et le sacrificateur, c'est le taureau, puisque c'est le taureau qui tue l'Indien. Et le destinataire du sacrifice, c'est le dieu des montagnes à qui on demande la fertilité de la terre dans ce rituel. Donc là, vous avez dans la configuration andine un télescopage entre le sacrificateur, c'est-à-dire le taureau, et le destinataire, le dieu des montagnes, qui sont une seule et même personne, comme dans le... Alors, vous voyez que dans un cas, il y a une seule et même personne, sacrificateur et destinataire, et dans l'autre, une seule et même personne, le victime et la destinataire. Et que finalement, ce que les Indiens ont... alors on dit, il y a toujours des gens qui vous diront, oui, les corridas andalouses ont eu beaucoup de succès, en particulier en Amérique et en particulier au Mexique, parce que les victimes humaines, des sacrifices humains, des Incas et des Aztèques, ont été remplacés par des sacrifices de taureaux. Et on a sacrifié des taureaux à la place des victimes humaines, des sociétés préhispaniques, etc. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, au lieu de dire là, il y en a un qui a substitué l'autre, de voir que finalement ce qui a intéressé les Andins, d'ailleurs comme les gens du Mexique aussi, mais là je m'intéresse aux Andins, c'est beaucoup plus le circuit sacrificiel, la circulation depuis l'offrand jusqu'au donataire à travers le sacrificateur et la victime. Et donc là aussi j'ai publié ces analyses des deux circuits sacrificiel, comment finalement un rituel tout à fait comparable donne deux idéologies et deux religions différentes. Une religion dans laquelle les offrands du sacrifice, les membres de la communauté religieuse mangent leur Dieu dans la communion, et une autre religion dans laquelle leur Dieu les mange, les tue, pour la fécondité des champs. On a donc deux configurations complètement différentes. Un dieu des montagnes qui avale, qui tue les victimes, les Indiens, pour la fécondité de la terre, et de l'autre, des hommes, des communiants qui mangent leur Dieu. Et sur cette comparaison assez spectaculaire, n'est-ce pas, j'ai tiré des conclusions sur le fait qu'il s'agit évidemment de deux cultures qui s'opposent, comme je l'avais fait pour les deux rituels de la fête Dieu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les incompatibilités finalement entre deux idéologies complètement différentes. Voilà. Alors il y a une autre... Donc là c'est la... Oui, c'est cette... Vous voyez que j'avais fait un petit détour par Camuñas pour ma comparaison des Corpus Christi, la fête Dieu. Là, j'ai fait un petit détour par Barjol, dans le Var, pour faire ma comparaison
entre les deux corridas. On parlera de la corrida plus tard, d'ailleurs, en psychanalyse, c'est très intéressant. Et peut-être une autre et dernière comparaison. Là, c'est pas tout à fait une comparaison, c'est plus... Enfin, si, quand même, puisque c'est un personnage mythique qui existe aussi bien au Pérou qu'en Espagne, qui est le preneur de graisse, le pichtaco, ñacar aussi on l'appelle au Pérou, en quechua, et qui est un personnage intéressant et qui, comme les autres thèmes dont je vous ai parlé, appelle à une, si ce n'est à une comparaison, tout au moins à un rapprochement, à une réflexion interculturelle, en quelque sorte. Alors, de quoi s'agit-il? Le Pichtaco ñacar est un personnage extérieur, un blanc ou un métis, qui cherche la graisse des Indiens. Il prend la graisse des Indiens suivant plusieurs procédés, souvent en le taillant dans le cou et en l'accrochant par les pieds. La graisse coule peu à peu dans un récipient qui recueille cette graisse. Il y a aussi des machines infernales dont on vous raconte qu'elles recueillent la graisse entre les doigts de la victime, avec un appareil absolument diabolique. Il y en a d'autres qui vous disent qu'en fait la graisse est prise sans que les Indiens s'en rendent compte, dans les hôpitaux, par les infirmières, les médecins avec des seringues. Et que quand vous allez à l'hôpital, il faut vraiment vous méfier parce que vous risquez de perdre toute votre graisse dans les seringues de ces personnages d'enfer que sont les infirmières et les médecins. Les mineurs aussi, le patron de la mine dans laquelle travaillent les Indiens a des instruments à l'intérieur de la mine pour extraire le métal, métaphore évidemment de la graisse indienne, de même qu'il extrait la mine, les veines, n'est-ce pas, du sous-sol pour se faire du fric, de l'argent infernal, parce que c'est un argent qui n'est pas dépensé. En fait, bon, ça c'est un autre thème aussi très très riche, la mine. De même, alors ce propriétaire blanc de la mine, évidemment c'est un blanc, il peut vous enlever votre graisse, couche de graisse comme les couches de la mine. Bref, et alors un personnage évidemment, le premier dangereux et preneur de graisse, c'est le curé. Le curé, surtout dans les documents du XVIe. Alors c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il suit toute l'histoire des Andes. Vous le trouvez à l'époque coloniale, déjà XVIe siècle, il y a un preneur de graisse qui va prendre la graisse des Indiens. Pourquoi ? Pour deux destinations essentielles. D'une part, parce qu'il fournit la pharmacie du roi d'Espagne avec la graisse des Indiens, qui est réputée extrêmement efficace pour beaucoup de maladies des Espagnols. Vous voyez un peu comme c'est intéressant, déjà ça. Et puis pour graisser le métal des cloches. Parce que la graisse indienne, dans l'alliage des cloches, améliore le son de la cloche. Donc, vous avez là, si vous voulez, une pensée politique. Hein. La graisse des Indiens à la couronne d'Espagne, le lieu du politique, dans les cloches des églises, le lieu du politique et du religieux, les cloches appellent les Indiens à la christianisation. Vous voyez qu'il y a vraiment là une sorte d'économie politique indienne pour interpréter ce qui leur arrive, sous forme de cette créature maléfique qui vient chercher leur graisse. Ensuite, un peu plus tard, moi j'ai vu, alors évidemment, l'anthropologue est le premier candidat à être Pichtaco, puisque c'est un blanc, quelqu'un de l'extérieur. Inutile de vous dire que presque tous mes camarades anthropologues travaillant dans les Andes ont eu des accusations et des problèmes avec les Pichtaco. Quand je faisais mon terrain là-bas, on disait que désormais la graisse des Indiens, c'était plus évidemment pour les cloches et pour la pharmacie d'Espagne, mais là c'était pour graisser les moteurs des avions et pour faire des produits de maquillage pour les femmes, en particulier améliorer les rouges à lèvres, couleur de sang, etc. Plus tard, le mythe a évolué
Et désormais, la graisse des Indiens était utilisée pour graisser les ordinateurs, parce que c'est extrêmement une graisse très sensible pour tout ce qui est informatique spécial pour les ordinateurs. Ça marchait très très bien. Et la dernière théorie que j'ai entendue, c'était c'était que, voilà, c'est un peu compliqué, la guérilla de Sentiers Lumineux, en fait, les sendéristes lumineux, ils étaient des preneurs de graisse qui travaillaient à la solde du gouvernement péruvien en prenant de la graisse qu'il donnait au gouvernement, qui lui-même la revendait pour graisser les ordinateurs, et qui la revendait pourquoi ? Pour payer la dette au Fonds monétaire international. Le Pérou avait une grosse dette à l'époque. Donc, si vous voulez, il y avait un circuit depuis la Grèce des Indiens jusqu'au Fonds monétaire international, en passant par la guérilla et le gouvernement péruvien. Ça, c'est une économie politique indigène, quand même. C'est incroyable. C'est une théorie de l'exploitation. Hein, les couches dermiques, vous voyez, des couches de graisse indienne qui finalement aboutissent au Fonds monétaire. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est un mythe qui a une durée de vie et une faculté de transformation. Et c'est ça qui me fascine chez les Andins, c'est comment ils recyclent. Ils recyclent. Et ils arrivent maintenant avec des croyances qui sont celles du XVIe siècle, en changeant simplement les quelques facteurs. Donc, qui va très loin. Donc, moi, j'ai fait ce qui m'a intéressé dans ce Pichtako. Ah oui, alors avant de me lancer dans la comparaison, là, quand on parle du Pichtako, il faut parler quand même d'expérience personnelle. Et j'en ai une qui est, je dois dire, particulièrement forte. Qui fait partie, c'est vraiment l'anthropologue sur le terrain. C'est une expérience qui se déroule en Bolivie, justement quand j'ai été travailler sur les batailles rituelles. Et j'étais vraiment très très haut avec une étudiante, Adriana, qui était venue avec moi, qui voulait commencer à travailler dans les Andes. Et on était avec un guide, un Indien, et dans la région de Yayawa. Et on est parti, et à un certain moment de on marchait, il faisait froid, on avait faim, le jour allait tomber, et on a entendu des cris, de la musique, et je me suis dit tout de suite, ça c'est un mariage, et il faut y aller. J'ai dit au guide, mais on y va quand même, un mariage, on ne peut pas rater ça, c'est formidable, tu entends la musique. Le type, il ne voulait pas, il hésitait, il dit non, mais enfin pourquoi ? Il dit non, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est le soir, la tombée de la nuit, où allons-nous passer la nuit ? Je lui dis, bon, ça fait rien, on va aller chez les gens, on va louer, enfin on va s'arranger avec eux, comme on fait toujours. Ah non, attention, etc. Et il était vraiment très, très embêté, apparemment. Et je lui dis, bon, il n'a pas envie de faire la fête. C'était étonnant, parce qu'en général, quand il faut faire la fête et boire un coup, en général, il était assez d'accord, lui. Et bon, et alors tout d'un coup, il y a une idée qui me traverse l'esprit. Il me dit, mais pourquoi tu dis que c'est dangereux ? Alors là, il commence, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, les gringas, les étrangers, vous ne vous rendez pas compte des menaces, ce que les gens pensent de vous, c'est très très dangereux, qu'est-ce qui va vous arriver ? Moi, je suis responsable. Puis d'un coup, je lui dis, mais tu parles de quoi, là ? Et j'ai eu une idée fulgurante. Tu vas quand même pas me dire que ces gens croient que nous sommes dangereux ? Et que... Alors, il me dit, oui, pourquoi ? Mais... Ah bon, parce que... Alors je dis presque en plaisantant, mais parce que tu penses qu'ils vont nous prendre pour des Pichtako ? Alors là, il me dit, mais comment tu sais ça, toi ? Alors, je dis, mais je sais, ça fait des années que je viens ici, c'est pas la première fois qu'on me parle, je connais. C'est ça qu'ils vont croire, tu crois ? Ouais, vous vous rendez pas compte. Alors, il me dit, alors je lui dis, mais d'ailleurs, un truc qui m'intéresse, moi je continue dans ma tête à faire mon petit terrain, je dis, un truc qui m'intéresse, à vous, dans cette région, vous pensez que le Pichtako, il prend la graisse des Indiens comment ? Comment tu sais ça ? Qu'est-ce qui t'a appris ? Évidemment, je parle avec les gens. Et comment ils font ici pour tirer la graisse des Indiens ? Et alors il se cache, il ne sait pas comment me parler, tout ça. Puis finalement, il me dit, oui, ici c'est connu, c'est le directeur de la mine qui envoie ses infirmières
Elles sont toutes habillées en blanc, elles ont des serviettes toutes propres, etc. Et c'est elles qui prennent la graisse des Indiens et qui ensuite la donnent au directeur de la mine. Ben, dis donc. Et tout ça, elles font ça avec des seringues, c'est bien connu, les seringues, ça sert à ça et tout ça. Et à ce moment-là, je lui dis, ah bon, et tu crois qu'ici, ils vont nous... Il me dit, oui, oui, c'est très, très dangereux. Et alors, à ce moment-là, je lui dis, mais et toi alors, Mario, tu crois vraiment? Toi aussi, tu penses que nous, on peut être des pistacos? Les Kisili, on dit en Bolivie. Toi, tu penses ça, que nous? Alors là, il prend un air et il dit, ah ben, je sais pas trop, t'emmerder, je sais pas trop quoi penser, etc. Alors je lui dis, écoute, on ne peut pas continuer comme ça ce voyage, c'est pas possible. Pour toi, c'est un enfer si tu crois à une chose pareille. Alors maintenant, ce que tu vas faire, voilà nos sacs à dos, tu fouilles nos sacs à dos, on va tout sortir pour bien te prouver que nous, on n'y est pour rien. À ce moment-là, Adriana me regarde, verte. Elle me dit, t'as fait une connerie, j'ai 2 seringues dans mon sac. C'était l'époque du sida, il y avait du sida partout. Et on avait, je sais pas quoi, on devait lui faire des injections de je ne sais quel truc. Elle avait pris avec elle, parce qu'on met des seringues qui sont pas toujours vierges quand vous allez dans un endroit un peu paumé. Elle me dit, oh là, qu'est-ce qu'on fait? Et on était mal. Et ça, je pense que c'est le seul moment où, peut-être, le moment où j'ai eu le peur, vraiment. Parce que là, il y avait tous les gens dans la communauté qui étaient là, dans un état d'ébriété extrêmement avancé. Et on s'est regardé, et tout d'un coup, il y a eu un silence. Oh, le soleil tombait, le froid commençait à monter. Il fallait absolument qu'on trouve un refuge quelque part dans la situation où on était, etc. Et on s'est regardé, on a regardé Mario. Et il nous a regardés et tout d'un coup, il a dit « Non, vous êtes des braves gens, je vais pas perdre de temps à fouiller vos sacs. Allez, on y va. » Puis on est parti. Et le lendemain, on est arrivé dans une communauté, dans une espèce de bergerie, on a dormi, et le lendemain, il a disparu. Et j'ai jamais su ce qui était arrivé. Et on est allé avec Adriana, on est allé enterrer les seringues sous terre, dans l'endroit le plus... voilà, ça c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que on était vraiment très seuls, très très seuls.